mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Je vais m'hydrater la gorge, c'est très important. L'incontournable. Je me mouille un peu la gorge. On va se laisser. Donc connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important, chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Chers amis, chers frères, voilà. Partagez le direct. Partagez le direct, on quitte ici. L'incontournable. Alors partagez le direct. Partagez le direct, on quitte ici. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct, on quitte ici. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la page Guégué Complet. La page Guégué Complet. Abonnez-vous massivement. Invitez vos amis à s'abonner aussi. Samuel Groubri, big up à vous. Ayoato, ouais. Christian Moui, big up à vous. Hervé Madou, big up à vous. On est ensemble. Alors, donc, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 quittez ici. Mettez-vous en ligne, quittez ici, mettez-vous en ligne, quittez ici. Mettez-vous en ligne, quittez ici, chers parents. Mettez-vous en ligne, quittez ici. Mettez-vous en ligne, quittez ici. Alors donc on va rentrer. Ouais, le samouraï noir, big up à vous, Mario Zagallo. J'espère que vous allez très bien. Mohamed Sanogo. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Donc le titre de la vidéo est clair. Alors bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula Mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la stratégie globale de l'Union européenne et de la stratégie globale russe. Il faudrait que ça soit clair. Bon, quand il s'agit de bonnes vidéos, il y a des gens qui ne sont pas intéressés, ils veulent seulement les clashs. Ou bien on dit, ah, il a la guerre, ceci, cela. Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui vont écouter cette vidéo, ils vont comprendre beaucoup de choses. Il faudrait que ça soit clair. Alors, pour définir l'Union européenne, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Je vais aller droit au but. L'Union européenne est une colonie américaine créée suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette colonie s'est agrandie. Et le patron, c'est Washington. C'est-à-dire, c'est l'Amérique qui est le patron de l'UE. Puisque c'est l'Amérique qui a donné l'idée à ce que l'UE soit créée. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la base, ceux-mêmes qui ont créé l'Union européenne, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils ne faisaient pas 28 pays. Voilà. Il y avait la France, l'Italie, l'Allemagne, ainsi que le Pays-Bas. Et je pense que il y a l'Espagne. Voici les pays fondateurs de l'Union européenne. Et suite à ça, il y a eu d'autres pays qui se sont ajoutés et l'UE s'est agrandi. C'est arrivé jusqu'à vers comme on appelle ça, Pologne et les pays, les pays de l'Est et tout ça. Donc l'UE s'est agrandi suite à ça. Sinon, à la base, ils n'étaient pas nombreux. Et c'est une idée américaine. L'objectif, c'était d'avoir la même mise sur le continent européen et avoir tous les contrats de l'armement, ainsi que contrôler les industries de l'Union européenne, puisque les Américains savaient bel et bien que donc, en matière technologique, les Européens, ils étaient en avance que l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Les Européens étaient en avance sur l'Amérique, puisque n'oublions pas que l'Amérique a été créée par les Européens, des pays européens, pas l'UE, mais des pays européens, et colonisée par les Anglais. Est-ce que vous le savez? Et pour que l'Amérique puisse avoir son indépendance, il a fallu l'intervention. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas
les Russes ont aidé les Américains à avoir leur indépendance. Donc, autant c'était les bolcheviks. Voilà. C'était les bolcheviks. C'est suite à ça, les Russes ont vendu l'Alaska et tout ça là, aux Américains. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Alaska c'était une partie de la Russie, c'était un territoire russe. Et ils ont donné coup de main aux Américains pour chasser les Anglais sur le territoire américain. Voilà d'où vient la haine anglaise envers la Russie. Donc les Américains ont été aidés dans leur vie par les Russes, par les bolcheviks russes. Voilà. Et ils ont eu leur indépendance. Suite à ça, ils ont eu les gros yeux. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, ça a révélé la puissance américaine. Puisque ils étaient chez eux, ils ne faisaient pas de guerre. Et ils ont laissé les Européens s'affaiblir. Et vers la fin, ils ont débarqué. Parce qu'il ne restait pas grande chose à l'Allemagne. Puisque l'Allemagne était en guerre, ça faisait plusieurs années. Face aux Anglais, aux Français et face aux Russes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'Allemagne était affaiblie, l'Amérique débarque. Et donne coup de main aux Anglais et aux Français. Et il libère l'autre côté de l'Allemagne. Alors, l'Europe étant dévastée, l'Amérique voyant l'Europe dévastée, l'Amérique n'ayant pas été touchée par cette guerre sur son propre territoire, voit qu'il y a une opportunité pour proposer certaines choses aux Européens, une opportunité pour reconstruire l'Europe et s'approprier l'Europe. Je vais me mouiller la gorge. C'est ainsi qu'il y a eu le plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe. Une fois l'Europe reconstruite, les Américains qui avaient peur que l'Union soviétique s'approprie l'Europe a décidé de mettre en place d'abord l'OTAN. Donc l'idée d'une défense commune naît aux États-Unis et est déportée en Europe. Pendant ce temps, il n'y avait pas de confrontation entre l'URSS et les Américains. Mais ce sont les Américains qui ont envoyé l'idéologie, comme quoi ils ont dit aux Européens, si nous ne créons pas une défense commune, voilà, Staline va vous envahir, l'URSS va vous envahir. Et donc nous voulons vous protéger, nous voulons une défense commune pour ne pas que l'URSS fasse la guerre en Europe. D'où cette histoire d'idée de l'OTAN naît. Elle a impliqué la France, elle a impliqué l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez? Et elle a impliqué l'Italie, elle implique l'Espagne au début, ainsi que l'Angleterre. Et petit à petit, l'OTAN s'est agrandie, l'Union européenne s'est agrandie. Et donc, l'objectif américain, non seulement met la main sur les pays européens, mais aussi faire fonctionner son industrie de l'armement. Puisque, en étant dans cette coalition, tous ces pays, s'ils veulent leur défense, s'ils veulent que les États-Unis assurent leur défense, il faudrait que les Américains fassent de telle sorte que ces pays n'aient pas une forte industrie de leur armement. Et qu'il faille que ces pays achètent des armes aux Américains. Pour ne pas que ces pays se sentent forts et un jour disent, bon, on ne veut plus de la protection américaine, nous voulons notre propre autonomie. Donc les Américains ont joué sur ça. Pour dire, non, vous n'avez pas besoin d'une vraie industrie d'armement, nous allons vous sécuriser. Et d'ailleurs, nous allons envoyer des forces américaines pour surveiller l'Europe, pour garantir la sécurité européenne. Et donc, chaque pays européen doit participer. Il y a un quota que chaque pays européen doit donner chaque année pour la protection américaine au sein de l'Europe. Et donc, ils donnent, je ne sais pas, ils ont exigé que chaque pays donne 2% de son PIB. 2% de son PIB. Donne ça à l'OTAN. Et cet argent va où? Ça va directement dans les mains des Américains. Et donc, chaque pays européen cotise beaucoup d'argent, des milliards pour donner ça aux États-Unis.
En échange, c'est leur protection, leur sécurité. Soit disant, il y a eu une menace russe. Et donc, tout ça, ça permet à l'industrie de l'armement, ou bien les industries de l'armement américaines. Parce que cet argent va directement dans les mains des Américains. Et donc, les Américains, ils produisent ces armes. Quand ils produisent ces armes, non seulement ils ne donnent pas ça directement à ces pays membres de l'OTAN, ils prennent ça, ils font fonctionner leurs usines, leurs industries d'armement. Et quand ils produisent ces armes, ils disent, bon, ça appartient à l'Amérique. Et donc, l'Amérique fait débarquer ses armes sur le territoire européen. Est-ce que vous comprenez? Elle vend d'autres parties au reste du monde. Et ces armes sont sous contrôle américain. Maintenant, si ton pays veut des armes pour lui-même, alors ce pays doit payer des armes dans la main des Américains. Donc, ça n'a rien à voir du 2% ou bien du 1% de ton PIB là, que tu donnes aux Américains pour fabriquer les armes. Non, ça, c'est une caution que tu payes aux Américains parce qu'ils protègent ton territoire. En dehors de ça, si tu veux des armes pour ton pays, tu dois payer ça. Ça veut dire, moi, je sécurise ta maison, tu dois me payer chaque fin du mois. Maintenant, si tu veux quelque chose venant de moi, tu payes ça encore. Donc, voilà, c'est ça qui fait que l'Amérique gagne beaucoup d'argent. Et donc, si l'Amérique est le premier pays qui vend beaucoup d'armes dans le monde, c'est ça. C'est-à-dire, elle a une mainmise sur tout un continent, le continent européen. Et donc, tous les pays du continent européen, si ces pays veulent acheter des armes, ce sont des armes américaines. Si tu achètes des armes dans un autre pays, en dehors de l'armement américain, alors tu vas subir une sanction américaine. Donc, non seulement le marché intérieur européen, c'est un marché que contrôle l'Amérique. Ça, c'est un. Donc, sur le plan industriel, côté armement, l'Amérique contrôle totalement l'Europe. Sur le plan technologique, l'Amérique, après la Deuxième Guerre mondiale, a pu recruter tous les savants européens. Puisque l'Europe était détruite, il y avait le chaos total. Donc, tous ceux qui étaient des ingénieurs, l'Amérique qui était une terre sécurisée, parce que c'est ce que les Américains ont fait comprendre aux Européens, que non, ici, il y a la guerre et tout, là-bas, c'est sécurisé, c'est... Hein, de l'autre côté de la mer, il n'y a pas de guerre, il y a la paix. Et donc, tous ceux qui veulent travailler, il y a du boulot. Et donc, ici, en Europe, il y avait la famine. Hein, c'était le chaos, le désordre. Alors, tous ceux qui voulaient s'en sortir, tous ceux qui voulaient sauver leur peau, leur famille, ils ont décidé d'aller aux États-Unis. Et les Américains les ont encouragés pour aller là-bas. Et donc, tous les scientifiques européens qui permettaient à l'Europe d'avoir une avance technologique sur le reste du monde, eux tous, ils se sont ramassés pour aller aux États-Unis. Et arrivés là-bas, ils ont mis leur savoir-faire chez les Américains. Leur savoir-faire là, ils ont donné ça aux Américains. Et les Américains avaient recruté beaucoup de scientifiques allemands. Quand l'Allemagne a perdu, ils ont pris beaucoup de scientifiques allemands. D'ailleurs, la bombe atomique qui a été fabriquée premièrement par les Américains, c'est grâce aux scientifiques allemands. C'est une technologie allemande. La bombe nucléaire est une technologie allemande parce que ce sont les Allemands qui ont fait les recherches, qui ont trouvé la formule de comment il faut fabriquer une bombe atomique. Mais, à ce temps, les Allemands n'avaient pas encore mis ça sur pied pour fabriquer l'arme. Mais toute la formule était déjà là, les calculs, tout, comment la bombe devrait être fabriquée. Les Américains, les scientifiques allemands ont pris ces données, ils sont partis aux États-Unis et ce sont eux-mêmes qui ont conçu l'arme nucléaire aux États-Unis. Ce ne sont pas les scientifiques américains eux-mêmes qui ont réfléchi pour construire ça. Non, 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 ce sont les scientifiques allemands. Donc les gens doivent comprendre. Donc l'arme nucléaire est une technologie allemande. Il faudrait que ça soit clair. Donc les Américains se sont appropriés à ça. En dehors de ça, les Allemands ont donné beaucoup de technologies aux Américains, que ce soit dans le domaine des véhicules. Vous savez que les meilleurs constructeurs de trucs des véhicules en Europe, ce sont les Allemands. Mais une partie des scientifiques allemands
Allemands sont partis aux États-Unis et ils ont mis leur savoir-faire à la disposition des États-Unis. Et donc, c'est à partir de là, les Américains ont commencé à fabriquer les vrais véhicules, les chars et tout, les bons chars de guerre, les chars les plus performants et les véhicules de transport et tout. Les Américains ont commencé à fabriquer cela. En dehors de ça, ils ont recruté aussi des Japonais. Après la fabrication de l'arme atomique, quand ils ont bombardé le Japon, ils ont signé le traité de paix parce qu'au sein du Japon, il y avait aussi les meilleurs scientifiques. Ils ont recruté des scientifiques japonais, même les Indiens, les hindous, l'Inde. Ils ont recruté beaucoup d'Indiens et ils ont commencé à lancer une vague de campagne de recrutement des élèves. On appelait ça l'immigration choisie. C'est-à-dire, dans un pays, s'il y a un élève qui est brillant, ceux qu'on appelle les sudoués, s'ils voient qu'il est brillant, alors les services de renseignement américains s'approchent de lui pour dire, bon, écoute, on peut te donner une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Dès lors qu'il met pied là-bas, il ne le laisse plus revenir. Dès qu'il finit d'étudier, il lui propose un gros poste avec un bon salaire. Quand il voit ça, ses yeux commencent à briller. Il oublie son pays d'origine. Il lui donne automatiquement la nationalité américaine. On dit, bon, tu es américain, il faut travailler pour l'Amérique. Et il met son savoir-faire à la disposition de l'Amérique. Et c'est ce qui a permis l'Amérique de contrôler le monde. Et suite à ça, ils ont proposé leur dollar, leur monnaie. Auparavant, là, ils ne mettaient pas sanctions. Histoire des sanctions, là, non. Ils ne connaissaient pas ça. Parce que l'objectif, c'était de permettre au monde entier d'utiliser le dollar en tant que monnaie unique pour le bien-être de l'humanité. Donc, c'était dans ces accords, il n'y avait pas histoire de sanctions monétaires vis-à-vis du reste du monde. Sinon, si c'était ça l'idée au départ, aucun pays n'allait accepter le dollar. Mais ils ont dit non. La monnaie est exclue de toute forme politique. On ne peut pas sanctionner quoi que ce soit. Et ils avaient rassuré le reste du monde. Donc, les gens étant convaincus qu'ils n'allaient pas utiliser la monnaie pour faire du chantage sur le reste du monde, ils ont dit, bon, pour ne pas qu'il y ait plusieurs monnaies sur le marché mondial et que pour éviter un désordre monétaire, alors nous acceptons le dollar en tant que monnaie unique de transaction à travers le monde. C'est ainsi que le dollar a été accepté. Ils ont créé un système bancaire unique pour contrôler les transactions monétaires à travers le monde. Le système SWIFT et tout. Pour ne pas que, ils ont dit, bon, on fait ça pour les trafiquants, ceci, cela, pour mieux les contrôler, pour faire les mandats et tout. Donc, tout le monde a accepté. Ils ont dit, bon, le nouvel ordre mondial, pour éviter les guerres, ceci, cela. Donc, le monde entier a accepté. Quand le monde entier a accepté, les Américains étant convaincus que leur monnaie est devenue la monnaie unique et que cette monnaie leur permet d'imprimer du dollar sans aucun contrôle des autres pays sur cette monnaie, les Américains ne connaissent pas de crise. Ils peuvent dire crise, mais en réalité, il n'y a pas de crise en fait. Parce que eux, ils impriment le dollar, ils ne font pas de compte rendu à qui que ce soit. Puisque le dollar, c'est la monnaie unique au monde. C'est eux qui contrôlent leur monnaie. Personne ne contrôle cette monnaie en dehors des Américains. Et donc, ils peuvent produire autant de dollars qu'ils veulent. Ils injectent ça sur le marché, ils prennent des crédits et ça ne leur dit rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, ils ont commencé à utiliser le dollar pour mettre de la pression sur les pays qui ne voulaient pas se soumettre à eux, qui ne voulaient pas qu'ils achètent leurs produits au prix qu'eux-mêmes ils décident. C'est-à-dire, les Européens décident que ces pays achètent à leurs produits. Et donc, ils mettaient des sanctions économiques. Donc, les gens ont commencé à se réveiller. Ils ont dit, mais ce n'est pas ce qu'on avait dit au début. Toute sanction économique était exclue de la politique internationale. Mais maintenant, on constate que vous utilisez le dollar parce que le dollar a été accepté comme monnaie unique à travers le monde. C'est cette monnaie-là que vous utilisez pour appauvrir le reste du monde, pour forcer des pays à faire ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vous voulez que ce pays fasse. Et ils confisquent les biens des autres pays. Donc, à un moment donné, les Chinois, les Russes ont compris, mais les Chinois, c'est des gens, ils sont trop lents. Ils sont trop lents. Ils ne sont pas pressés
Les Russes sont lents, mais leur lenteur là est un peu rapide que la lenteur chinoise. C'est ainsi que Poutine a compris la chose depuis 2000. Il avait déjà commencé à chercher d'autres voies. Et il a tissé un lien fort avec la Chine petit à petit, petit à petit. Et quand Xi Jinping est venu au pouvoir, alors ces liens sont devenus forts. Il a dit non, il est hors de question de laisser les Européens dominer le monde eux seuls et mettre la pression sur le reste du monde. Il faut créer des systèmes alternatifs pour contrecarrer leur chantage monétaire, leurs sanctions qu'ils mettent sur le reste du monde entier. Donc Poutine a fait comprendre à Xi Jinping qu'à un moment donné, il faudrait qu'on crée un autre système parallèle au système SWIFT. On crée un autre système qui va nous permettre d'utiliser autre monnaie ou bien l'or pour faire des transactions à travers le monde sans que les Européens n'aient de contrôle sur ce système. Ou bien permettre à certains pays qui sont sous sanctions européennes ou américaines de pouvoir commercer avec le reste du monde ou bien commercer avec d'autres parties du monde tout en écartant l'Europe. Donc, objectif numéro 1, vendre le dollar qui se trouvait dans les banques russes, les banques chinoises et ceux qui sont sous sanctions américaines, voilà, liquider et vendre le dollar et utiliser leur propre monnaie nationale ou de l'or pour faire leurs transactions ou faire voilà, leur business à travers le monde. L'Amérique, voyant cela comme une menace, décide d'utiliser un pays parallèle, un pays voisin de la Russie. Parce que pourquoi? Il faut avoir un poste très avancé. Je vais vous dire pourquoi l'Amérique veut coûte que coûte, pourquoi l'Europe veut coûte que coûte que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous savez, d'autres vont me parler de Lituanie ou de l'Estonie qui font frontière avec la Russie. Avant la Finlande et la Suède c'est un peu loin, mais la Finlande, je sais que ça a une grande frontière à la Russie. Ok, je n'en disconviens pas. L'Estonie et la Lituanie. Vous savez que entre la Pologne et la Lituanie, il y a Stalingrad. Je ne sais pas si... Voilà, Stalingrad qui est au milieu là-bas. Donc, il y a la Biélorussie là, à côté. Donc, il y a une petite couche qui n'est pas trop épaisse. C'est là. Je pense que c'est la Lituanie qui est là, la Lituanie. Et donc, l'OTAN ne peut pas se baser sur ces deux petits pays qui ne font même pas 5 millions d'habitants pour dire qu'ils vont déstabiliser la Russie ou bien à partir de là lancer une offensive contre la Russie. Si l'Ukraine est avec la Russie, si Minsk, c'est-à-dire la Biélorussie, est avec la Russie, utiliser la Lettonie et l'Estonie et à vouloir faire la guerre contre la Russie, l'OTAN va perdre directement parce qu'il aura une offensive coalisée entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie pour frapper et couper la Lettonie et l'Estonie de la Pologne pour relier Stalingrad qui est au milieu là-bas. Et ces deux pays sont écartés. Et donc, du coup, ces deux pays n'auront plus d'aide venant de la part de l'OTAN. Et ces deux pays seront dans l'obligation de soulever un drapeau blanc. Parce que de l'autre côté, il y a la mer. Donc, les Américains ne peuvent pas, ou les Européens ne peuvent pas intervenir depuis la mer pour un débarquement. Il y a des missiles à longue portée qui peuvent détruire leur navire. Donc, ils comprennent que la situation est délicate là. Et que ces pays font partie de l'OTAN. Donc, pour défendre ces pays, pour déstabiliser la Russie, il faut déstabiliser la Biélorussie et l'Ukraine. Objectif, isoler Stalingrad, qui est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'abord, ils se sont appris à l'Ukraine.
Parce qu'ils voient que la Biélorussie n'est pas assez grande que ça. La population biélorusse vaut au moins 15 millions d'habitants, si j'ai une bonne en mémoire. Or, l'Ukraine, c'est dans les 45 millions d'habitants. Donc, le grand voisin qui se trouve à côté de la Russie, c'est la Biélorussie, c'est l'Ukraine. Il faut tout faire pour retourner le peuple ukrainien contre la Russie. Et une fois ce vaste territoire sera sous le contrôle total de l'OTAN, sans aucune influence russe, alors ils vont s'apprendre à la Biélorussie, déstabiliser la Biélorussie. Et une fois que ces deux pays seront sous contrôle de l'OTAN, ils vont provoquer une guerre. En ce moment-là, Stalingrad n'aura plus d'aide militaire russe. C'est-à-dire qu'ils vont écarter Stalingrad. Donc la Russie ne pourra plus avoir la capacité d'aller aider Stalingrad. Puisque pour atteindre Stalingrad, soit il faut passer par la mer. Or, la mer là-bas, ils avaient un projet déjà fait entrer la Suède et la Finlande dans l'OTAN. Et donc les navires russes n'allaient plus avoir la liberté de circulation à travers cette mer si jamais il y a la guerre. Les chars russes ne pouvaient plus traverser la Biélorussie pour aller lancer une offensive dans la petite poche de la Lituanie qui fait frontière avec la Pologne pour lancer une offensive. Donc l'OTAN allait avancer ses chars vers Minsk, c'est-à-dire vers la Biélorussie et l'Ukraine. Donc la Russie allait perdre Stalingrad et l'Allemagne allait reprendre le contrôle de ce territoire. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, ils ont fait le coup d'État en 2014. Vous voyez, le gouvernement qui était là traitait avec les deux côtés. Traitait avec la Russie et l'Union européenne et ne voulait pas faire partie de la Russie, ne voulait pas faire partie de l'Union européenne. Pourtant, ça n'arrangeait pas les Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup d'État. Ils ont soutenu des nationalistes et ils ont appelé ça la révolution orange. Ça n'a pas frappé seulement l'Ukraine, ça a commencé en Afrique, c'est-à-dire en Égypte, et ça a été même au Moyen-Orient, en Syrie, en Tunisie. Vous comprenez, il y a un moment où il y avait la révolution orange, ceci, cela, même en Géorgie, il y a eu cette même révolution. Donc quand il y a eu la révolution orange, l'OTAN voulait chasser la Russie de la Crimée parce qu'il y a eu une base, la plus grande base militaire russe navale se trouve à Sébastopol. Sébastopol se trouve dans la région de la Crimée. Donc leur objectif c'était de prendre le contrôle total et que les autorités ukrainiennes qui allaient venir là, qui sont des autorités anti-russes, pro-occidentales, ces autorités-là, ils allaient demander à la Russie de quitter la Crimée. Leur base militaire, ils n'ont qu'à enlever ça là-bas. Poutine ayant compris le complot qui se préparait, alors sa marine qui se trouvait là-bas, il a demandé de prendre le contrôle total de la Crimée. Voilà d'où l'intervention de la marine russe qui a pris le contrôle total de la Crimée en 2014. Et il y avait des pro-russes à l'est de l'Ukraine qui, eux, ils ont dit non, 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 eux, ils ne veulent pas appartenir à l'Union européenne. Si c'est le cas, ils veulent leur indépendance. Parce qu'ils veulent avoir des bons accords avec la Russie. Puisque leurs origines, c'est la Russie. Est-ce que vous comprenez? Alors, les autorités de Kiev ont dit, bon, nous ne voulons pas vous donner une indépendance quelconque. Si c'est le cas, nous allons prendre les armes pour vous libérer. Pour libérer ces territoires, on va vous mater, on va vous chasser de là. Parce que ces territoires appartiennent à l'Ukraine. Je fais l'historique, vous allez bien comprendre. Je n'ai pas de stylo, je ne lis nulle part. Voilà. Et donc, la guerre éclate. Une guerre entre Ukrainiens, pro-russes et anti-russes. Donc, l'Occident soutient les autorités ukrainiennes mises sur pied après le coup d'État. Objectif, libérer l'est de l'Ukraine. Donc la Russie a soutenu les pro-russes qui étaient de l'autre côté de l'Ukraine. Et donc les pro-russes gagnaient du terrain. Est-ce que vous comprenez? Ils gagnaient du terrain face
à l'armée ukrainienne. Et Poutine a dit si les autorités ukrainiennes mises sur pied par les Occidentaux continuent, alors la Russie allait intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait François Hollande au pouvoir en France et il y avait Angela Merkel en tant que chancelière allemande en Allemagne. Ces deux-là se lèvent, ils s'en vont voir Poutine à Moscou. Ils parlent, ils disent non, ils veulent la fin du conflit dans le Donbass. Voilà d'où vient l'accord de Minsk. Donc, ils se retrouvent maintenant en Biélorussie. Ils signent le premier accord, l'accord de Minsk. Objectif, obtempérer. Et la Russie avait pour démarche de mettre la pression sur les sécessionnistes, c'est-à-dire les autorités des deux oblasts, Lugansk et de Donetsk, mettre la pression sur eux pour qu'ils respectent ces accords. Maintenant, Paris et Berlin, leur objectif, leur truc, comment on appelle ça, leur mission, c'était d'exercer une pression sur Kiev pour respecter ces accords. Et ces accords, c'était de donner l'autonomie à ces deux régions-là. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à leur permettre. Ils sont ukrainiens, mais ils allaient avoir leur propre indépendance au sein du truc de l'Ukraine. Mais le gouvernement central allait être à Kiev. Donc, Angela Merkel, elle vient de parler, en fait, il n'y a pas longtemps. Elle a dit dans un journal allemand que leur objectif, ce n'était pas de mettre fin au conflit. Et qu'en 2014, si la Russie intervenait, l'OTAN n'était pas encore prêt à faire face à la Russie. Elle a donné une interview. Elle dit que l'OTAN n'était pas encore prête à faire face à la Russie. Et l'armée ukrainienne n'était pas aussi préparée pour faire face à la Russie. Et donc, si ils ne trouvaient pas un accord en 2014, la Russie allait envahir toute l'Ukraine sans que l'OTAN ne fasse quoi que ce soit. Donc, leur objectif, c'était d'empêcher la Russie de prendre toute l'Ukraine. Voilà pourquoi ils ont signé un semblant d'accord, mais l'accord qu'ils avaient signé, c'était pour gagner du temps, pour que l'OTAN se prépare et prépare aussi les Ukrainiens, pour que le jour où la Russie veut envahir l'Ukraine, ils puissent faire face à la Russie. Donc, c'était ces accords qu'ils avaient signés. Mais ce n'était pas réellement des accords de paix. Or, les Russes pensaient que c'était des accords de paix. Et donc, Angela Merkel révèle cela. C'est avant-hier qu'elle a révélé cela. Donc, cette histoire d'accord de Minsk, en fait, c'était un plan de l'OTAN. Ils avaient envoyé Hollande et Merkel pour dire non, calmez Poutine, faut pas, il va intervenir et tout. Nous allons préparer la guerre. Et donc, pendant que ces accords avaient été signés, l'OTAN se préparait, formait les militaires ukrainiens, envoyaient des armes. Et il y avait des spécialistes, des militaires de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ils avaient déjà construit. Je viens. Donc, du coup, ils n'ont pas respecté. Et ils ont pris le temps pour former les militaires ukrainiens. Ils ont envoyé toutes les armes lourdes en Ukraine. Ils ont envoyé des spécialistes et tout. Donc, en réalité, ils préparaient déjà la guerre. Ils ne voulaient pas la paix, en fait. Ils préparaient la guerre. Ils préparaient la guerre. Donc, leur objectif, c'était de prendre l'Ukraine totalement. Une fois que l'Ukraine est prise, ils allaient prendre un truc, la Biélorussie. Vous avez vu qu'il y avait eu des élections face à Loukachenko. Les Européens soutenaient une dame qui était soit l'opposante à Loukachenko et tout. Elle est venue en Europe, elle a dit donc intervenir pour le renverser et tout. Et c'est Poutine qui a intervenu pour empêcher un coup d'État.
Et Loukachenko même a dit que l'OTAN voulait faire un coup d'État pour prendre le contrôle de la Biélorussie et faire avancer leurs pions en Biélorussie. Donc, c'est-à-dire tous les pays, Biélorussie, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie, ils allaient être sous le contrôle total de l'OTAN. Et donc, si l'OTAN déclenchait une guerre contre Stalingrad pour dire non, c'est une menace, ce territoire menace ce truc, hein, les pays européens, et que c'est anormal, et que s'il y avait une intervention de l'OTAN à Stalingrad, alors la Russie n'allait plus avoir de capacité à intervenir, puisque la Biélorussie allait être un pays hostile à la Russie, l'Ukraine un pays hostile à la Russie, et donc la Russie allait passer par où? Avec ses chars de guerre pour intervenir de l'autre côté. Et donc, elle allait perdre totalement le contrôle de Stalingrad. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ça le plan. Maintenant, comme le plan a échoué, ils n'ont pas pu prendre la Biélorussie. Ils voient que non, la Biélorussie leur a échappé. Mais l'Ukraine, ils ont pu prendre une grande partie de l'Ukraine. Mais l'autre partie, ils n'arrivent pas toujours. Et donc, la Russie a profité pour occuper certaines régions. Alors, leur plan maintenant, ils voient que ça ne marche pas. Ce qu'ils avaient prévu et tout, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent encore élargir l'Union européenne et l'OTAN. Puisque Erdogan refuse d'appliquer les sanctions de l'UE. Puisque Erdogan, la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'OTAN. Et donc, c'est l'Union européenne qui sanctionne. Et quand l'Union européenne sanctionne, tous les pays membres de l'UE doivent appliquer ces sanctions. Or, les Européens voient que le passage du Bosphore, c'est-à-dire c'est une partie de la mer, quand les navires russes veulent sortir de la mer Noire, doivent passer par le passage du Bosphore contrôlé par la Russie. Donc c'est un territoire, je dis contrôlé par la Russie, contrôlé par les Turcs. Donc c'est un territoire turc. C'est une main turque. Il y a un accord entre la Russie et la Turquie. Mais l'Union européenne dit quoi? Il y a longtemps que la Turquie cherche à rentrer dans l'UE. L'Union européenne empêchait les Turcs de rentrer dans l'Union européenne. Ils disent non, c'est un pays islamiste, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, ceci, cela. Ils ont trouvé toujours des prétextes. Mais maintenant, ils constatent que leurs sanctions ne sont pas appliquées par les Turcs. Et les Turcs trouvent toujours des accords avec les Russes pour faire des business et contourner tout ce qu'ils appellent sanctions. Et donc, ça ne porte pas un coup dur contre la Russie. Alors, l'Union européenne, dans ces temps-ci, ils disent non, ils veulent faire entrer la Turquie dans l'UE. Ils disent, bon, il est très important de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Une fois que la Turquie sera dans l'Union européenne, alors la Turquie sera obligée d'appliquer les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Donc, objectif, bloquer cette mer, empêcher les navires russes coûte que coûte de passer dans cette mer. Puisque l'Union européenne dit que dans ses eaux, elle interdit tous les navires russes des eaux de l'UE. Donc, s'il y a une mer qui appartient à un pays membre de l'Union européenne, les navires russes n'ont pas le droit d'y accéder, ainsi que leurs espaces aériens. Et comme la Turquie ne fait pas partie de l'UE, la Turquie n'applique pas cette loi, cette sanction. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la Turquie fasse partie de l'Union européenne. Ils ont mis ça sur table, ils ont dit, bon, ils vont discuter de ça. Comme ça, quand la Turquie rentre, alors la Turquie va appliquer. Alors, ils vont couper le détroit de Bosphore pour empêcher les navires russes de passer. Et donc, tous les navires russes qui sont dans la mer Noire et tout, que ce soit les navires militaires qui transportent les marchandises, ne vont plus passer. Donc, ils vont faire un blocus, en fait. Voici leur vision globale. Voici leur vision globale. Objectif, faire écrouler la Russie, faire tomber la Russie, faire perdre la Russie sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez? Faire perdre. Oui, c'est vrai. Ils veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne pour que la Turquie bloque. En fait, si la Turquie rentre dans l'Union européenne, ce n'est plus la Turquie seule qui va faire truc, qui va prendre, mais c'est une décision de l'Union européenne. Eux tous, ils vont dire non. Comme vous êtes un pays membre de l'UE, alors cette mer-là nous appartient. Elle appartient maintenant à l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez la logique qui est derrière? C'est-à-dire la mer, le détroit de Bosphore,
Si la Turquie rentre dans l'Union européenne va dire, bon, cette mer-là, c'est une mer de l'UE. Et donc, comme la Russie est sous sanction de l'UE, alors nous n'allons pas permettre à la Russie de transiter à travers cette mer via ces bateaux. Et donc, ils vont envoyer des navires de guerre de l'OTAN, cela pour renforcer, pour dire la sécurité de l'Union européenne est en danger. Et donc, nous allons protéger la sécurité de l'Union européenne. Alors, objectif, faire bloquer son aval contre la Russie. Voici ce qu'ils veulent en fait. Voici ce qu'il veut. Mais Erdogan, il n'applique pas ses accords. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un coup d'État contre lui. S'il est vivant, c'est grâce au service de renseignement russe qu'on appelle le GRU, le GRU. C'est grâce à eux, Erdogan a eu la vie sauve. Sinon, il y avait un coup d'État qui était préparé contre lui. Et son successeur était positionné déjà aux États-Unis qui devrait remplacer Erdogan. Parce qu'il disait qu'il était un peu bizarre, il était incontrôlable. Et donc, dès lors que ce coup d'État se préparait, une heure avant que comment on les appelle même, les sécessionnistes turcs ne frappent, la Russie a averti Erdogan que dans une heure de temps, il aurait un coup d'État dans ton pays, alors fuis l'endroit où tu es, cherche-toi. Parce que, voilà, les Occidentaux ont programmé ta mort, ils vont t'abattre pour te remplacer par quelqu'un. Et ils lui ont donné toutes les informations. Et donc, Erdogan, il s'est échappé. Les 1 heure qui sont arrivés, boum, voilà un coup d'État. Et donc, comme le président Erdogan était déjà averti, il a alerté ses hommes forts, ses 10 gars qui ont pris position dans les coins stratégiques. Et donc, quand les sécessionnistes ont commencé à frapper, alors il y a eu des répondants. Il y a eu des gens qui ont fait face. Donc, ils voyaient que non, c'était plus possible. D'autres ont commencé à prendre des hélicoptères pour fuir. Hein? D'autres, et il a arrêté jusqu'à des milliers de personnes. Il a arrêté des grosses têtes, même au sein de l'armée, même des simples soldats, des juges, des professeurs, des hommes d'affaires. Il a arrêté beaucoup. Fergulen, on l'appelle, le remplaçant des gars, il s'appelait un truc Fergulen, quoi là. Il est aux États-Unis. Même il a demandé à ce que les États-Unis l'extradent vers la Turquie. Les Américains ont refusé. Donc c'est à partir du moment où il a vu que grâce à Poutine, il a eu la vie sauve. Sinon lui-même, il était déjà un homme mort. C'est là qu'il a commencé à dire, bon, on va essayer de se rapprocher des Russes. Même si, dans le passé, entre la Turquie et la Russie, les deux ne s'attendent pas. Les deux pays ne s'attendent pas parce qu'ils ont été en guerre dans le passé et tout. Les Russes ont toujours battu les Turcs. Mais là, ils ont compris que non, il ne fallait pas se mettre les Russes à dos. Il ne fallait pas fâcher les Russes totalement. Parce que les Européens n'ont pas abandonné leur projet de faire sauter Erdogan. Et lui, il comprend. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que grâce à lui, Poutine peut compter sur lui, même s'il joue un double jeu, parce que lui, il est comme ça. Tantôt, il est du côté de l'Ukraine avec l'Occident, tantôt, il s'attend les Russes. Donc, lui, il joue ce double jeu et il n'applique pas les accords, les sanctions de trucs de l'Union européenne. Et donc, Poutine, pour lui, bon, ça l'arrange. Même s'il donne des drones Bayraktar aux Ukrainiens et tout, et qu'il est dans l'OTAN, lui, ça l'arrange du moment où les Turcs jouent ce double jeu. Lui, Poutine, ça lui va bien. Et donc, Erdogan, il est obligé de jouer à ce double jeu pour ne pas que, si les Européens veulent le tuer, pour ne pas que les Russes se taisent pour dire, bon, c'est les mêmes trucs là, on n'en a rien à foutre. S'il meurt, il n'a qu'à mourir. Donc, ils vont toujours l'allaiter. Et donc, il y a eu une coopération entre services de renseignement russe et turc suite à ça. Donc, voici un peu le jeu que les Occidentaux jouent. Leur objectif, ils savent que si la Russie s'écroule, aucun autre pays ne peut encore les effrayer, ne peut encore les embêter. Et que les Chinois, tôt ou tard, ils vont se soumettre à ce qu'eux, ils veulent. Ceux qui ne veulent pas se soumettre, c'est la Russie et l'Iran. La Russie et l'Iran sont les deux pays qui ne veulent pas se soumettre. Mais la Chine est encore molle. C'est un pays qui est mou en fait, qui n'est pas encore prêt. Parce que la Chine a beaucoup d'intérêt. Elle soutient quand même la Russie, l'Iran et tout, mais
pas de façon frontale. Or, les Occidentaux, pour leur faire comprendre raison, il faut leur prouver que oui, tu n'aimes plus, il faut taper du poing sur la table. Sinon, si tu fais bizarrement, ils vont t'avoir. Donc, du coup, c'est la Russie qui pousse la Chine à agir un peu. C'est la Russie qui booste la Chine pour agir un peu. Sinon, si c'est la Chine elle-même, elle va mettre bas la terre, elle va dire non, non. Et donc, l'objectif des Occidentaux, c'est-à-dire quand je dis l'Occident, je parle de l'Amérique, tout ça, c'est de détruire l'économie russe pour montrer aux Chinois que si vous apprenez à nous, voici ce qui vous attend, on va vous détruire, ceci, cela, parce que c'est nous qui sommes les maîtres du monde, nous allons diriger le monde et nous ne voulons pas un concurrent ou bien quelqu'un qui va mettre du caillou dans nos projets. Mais comme les Russes résistent, les Russes sont toujours là et ils tiennent bon, alors je pense que les jours à venir, s'ils voient que non, leur nouvel ordre mondial est mis en mal par la Russie, ils risquent de déclencher une guerre en même temps. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle qu'ils ont eu depuis des siècles, perdre ça maintenant. Et un pays comme la Russie va prendre son envol et ouvrir les yeux des autres pays du monde. Eux, ils ne veulent pas ça. Ouais, Corée du Nord aussi, mais la Corée du Nord ne les affronte pas en fait. C'est ça en fait. La Corée du Nord est dans son coin. Elle est dans son coin. Mais la Russie les affronte sur tous les plans. La Russie sort de sa zone d'influence pour... Elle va même jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Afrique, en Asie. Eux là, ils ne veulent pas ça. La Corée du Nord n'influence personne. Elle est dans son coin. Eux, ils veulent ces gens de pays-là. Tu n'influences personne, tu es dans ton coin. Eux, ils voient l'Iran comme une menace parce que l'Iran commence à influencer des pays du Moyen-Orient. La Syrie, l'Irak, le Yémen, le Liban. Donc, ils voient l'Iran comme une menace. Mais la Corée du Nord est dans son coin, n'influence personne. Donc, eux, ils veulent ces gens de pays-là, des pays tout. Voilà, ils vont les pousser dans leur dernier retranchement. Mais avec la Russie, non. Ce sont des pays qui sortent de leur zone d'influence pour aller influencer d'autres pays, pour leur ouvrir les yeux, faire du commerce avec tout le monde. Donc, pour eux, c'est une menace. La Russie est une menace, plus que la Corée du Nord. Quand ils voient la Corée du Nord et l'Iran, ils voient l'Iran plus menaçant que la Corée du Nord. Donc, voici un peu. Et qu'est-ce qui se passe dans ces temps-ci? Parce que l'Iran a un problème. L'Iran a un problème. L'Iran a une très grande capacité de production de drones de divers types. Des drones à longue portée comme des drones à moyenne portée. La puissance militaire iranienne n'est pas négociée. L'Iran a une vraie capacité balistique, des missiles balistiques à une portée de 2000 km et même de 3000 km. Dans ces temps-ci, ils sont à fabriquer des missiles qui vont jusqu'à 3000 km. Et ces missiles qui peuvent frapper jusqu'à Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et tout ça. Donc, les bases militaires de l'Amérique et de l'Union européenne qui se trouvent dans ces différents pays, les missiles iraniens peuvent les frapper de A à Z. Mais l'Iran a un problème véritable. C'est la force aérienne. Elle n'a pas eu une vraie capacité aérienne en fait. Et c'est là la faiblesse de l'Iran. C'est là la faiblesse de l'Iran. Et c'est cet accord qu'il y ait la Russie à Israël en fait. Qu'est-ce que Israël a fait? Sous l'aide de Netanyahou, l'Israël a œuvré pour demander à la Russie de ne jamais vendre des avions à longue portée à l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait cet accord très fort et une grande entente entre Israël et la Russie que l'Iran demandait des avions à longue portée à la Russie, mais la Russie refusait. L'Iran demandait des missiles anti-aériens, les S-400 et tout, à la Russie a toujours refusé, mais avait toujours gardé une bonne entente avec l'Iran et Israël. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, en Israël, il y a une très grande population russe qui se trouve en Israël.
la majeure partie des juifs qui sont là-bas, ils sont russes. Ils viennent de l'Union soviétique et d'autres viennent de la Russie, ils sont là-bas. Donc, la Russie a eu une grande population. Les juifs, là, c'est quoi? Tu es ivoirien, tu peux être juif. Donc, il y a les guerriers qui sont des juifs qui peuvent décider pour dire, bon, nous, on s'en va s'installer en Israël. Et imaginons qu'une grande population ivoirienne décide d'aller s'installer en Israël. Et que il y a un problème entre Israël et un pays voisin. Bon, la Côte d'Ivoire va réfléchir. Ah, il y a ma communauté ici qui est quand même très... Est-ce que je dois armer l'autre pour frapper l'autre pays? Mais il y a aussi ma communauté là-bas. Donc, il y a des questions à se poser. Même si tu t'attends à un autre pays, tu commences à réfléchir. Pour dire, bon, tu mets un peu d'eau dans ton vin. Pour dire, bon, je ne vais pas agir comme ça. Parce que la Russie a été le premier État à reconnaître Israël comme État. La Russie, l'URSS a été le premier État. Et c'est l'URSS même qui a conçu Israël, qui a fait l'État d'Israël. Ah, beaucoup ne savent pas. Qui a été le premier État déjà à reconnaître Israël comme État. C'est suite à ça les Européens sont venus et puis aujourd'hui les Américains. Sinon, si Israël était reconnaissante, ou bien était reconnaissant envers son truc, ils allaient comprendre que c'est grâce à l'URSS qu'ils ont été reconnus pour la première fois dans l'humanité comme État et qu'ils devraient les respecter. Vis-à-vis, il y avait les pays arabes. Oh, l'URSS avait une bonne compréhension, une bonne entente avec les pays arabes. Mais cela n'avait pas dérangé, empêché l'URSS à reconnaître Israël comme État. Et que les pays arabes devraient les respecter. Aujourd'hui, il y a eu une grande emprise occidentale sur Israël. Donc, du coup, Israël s'est penché directement du côté de l'Occident et n'a plus rien à foutre des trucs de l'URSS qui l'avait aidé à devenir un État. Parce que c'est l'Occident maintenant qui finance, qui donne de l'argent, ceci, cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'opération spéciale sur le territoire ukrainien, Israël apporte des drones. Donne des drones de façon officieuse à l'Ukraine. Donne des renseignements à l'Ukraine, que ce soit des renseignements satellitaires ou quoi. Donne une technologie à l'Ukraine, c'est-à-dire les Ukrainiens, quand les Russes veulent attaquer, les Israéliens ont donné une technologie qui avertit les Ukrainiens que non, il y a eu une attaque en cours. Et donc, ils fuient. Et les militaires ukrainiens se préparent à fuir ou bien à faire truc. Donc, Israël aide l'Ukraine. Donc, les Russes ont décidé de changer de cap. Israël ne voulait pas que les Russes donnent certains avions à l'Iran pour ne pas avoir la capacité de survoler à une grande distance pour aller frapper en dehors de l'Iran. Alors, l'Iran et la Russie ont trouvé un accord. Donc, il y a eu un accord. L'Iran va livrer 6000 drones et de certains trucs comme missiles à la Russie. En retour, la Russie va donner les avions Sukhoi 35 nouvellement sortis des usines à l'Iran pour avoir une capacité d'aller frapper en dehors même de l'Iran. C'est ce que les Américains ne voulaient pas, c'est ce que Israël ne voulait pas. Maintenant, la Russie a dit, bon, elle va franchir ce cap parce que Israël n'a pas respecté les accords. Israël est allé aider comme l'Ukraine. Pourtant, il y a des accords qui disaient que l'Israël ne devrait pas aider un pays pour combattre la Russie. Ainsi, la Russie ne devrait pas aider un autre pays pour combattre Israël. Mais Israël a franchi le pas, a violé ses accords parce qu'il y a eu une pression américaine qui leur a demandé d'agir. Ils étaient libres de dire non, nous n'allons pas agir ou nous allons agir parce qu'il s'agit de notre propre sécurité. Puisqu'il y a des pays ennemis autour d'Israël. Et si la Russie voulait faire de même, pour dire, bon, comme vous aidez
nos ennemis que nous combattons, vous leur fournissez des drones pour tuer des Russes, alors nous aussi, en retour, nous allons fournir des missiles à longue portée au Hezbollah, aux Syriens et aux Iraniens, et donc nos limites. Ou bien aux Yéménites. Ah oui, il y a des proxys. Ou bien aux Palestiniens. Nous allons leur livrer des missiles à longue portée très performants pour qu'ils puissent tirer sur vous. Donc quand c'est comme ça et que tu vois que tous ceux qui sont autour de toi, ils sont ennemis, et que lui, à qui tu veux combattre par un proxy, tu devrais comprendre que lui, il a la capacité de te nuire, de donner des trucs, des armes très performantes à tes ennemis qui peuvent utiliser ces armes pour te frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie a décidé de ne plus respecter les accords entre Israël et la Russie. Et donc, elle décide de livrer des avions Sukhoi 35S. Donc, ce sont des nouveaux Sukhoi qui ont été renouvelés avec des nouveaux systèmes à bord et tout. Donc, ça peut permettre à l'Iran, si jamais l'Iran est attaqué et que l'Iran dispose de ces avions, parce que l'Iran, jusqu'à présent, a les MiG-29. Les MiG-29, ce sont des vieux appareils qui n'ont plus, leurs radars ne sont plus performants et ce sont des appareils qui sont incapables de voler à une très longue distance. Or, entre Israël et l'Iran, vous savez, il y a l'Irak, hein, il y a l'Irak, il y a, comment on appelle ça ce pays-là, la Jordanie. Il faut traverser ces pays-là avant d'atteindre Israël. Or, avec les Sukhoi, l'Iran peut survoler des pays comme l'Irak, rester à une longue distance et tirer. Or, quand un avion largue un missile, c'est difficile pour que les batteries anti-aériennes interceptent ces missiles. Quand ce sont des missiles balistiques lancés par des silos terrestres, bon, les batteries anti-aériennes peuvent les intercepter, mais quand l'avion est déjà en l'air et que ça lance le missile va très loin et il est très rapide que souvent pour l'intercepter, c'est très difficile pour les systèmes de défense. Et donc les Russes ne vont pas donner les avions seulement, ils seront obligés de donner des missiles de croisière aux Iraniens. Et c'est ça l'échange, hein. Tu me donnes des drones dont tu as la technologie, moi je te donne la technologie que toi tu n'en as pas. Donc je te donne des avions qui peuvent te permettre de survoler, même quitter l'Iran, survoler les trucs en Irak et aller même menacer le voisin à ses frontières. Donc tu ne rentres pas, hein, dans ces trucs, dans sa défense anti-aérienne, mais tu restes en dehors et puis tu frappes. Et ce sont des avions qui sont nouveaux, qui peuvent se battre avec les avions de l'OTAN, les F-16, les trucs, les F-15 et tout, qui peuvent les affronter. Et puis même le F-35, c'est pas un avion qui est si truc, hein. Donc le Sukhoi 35 peut lutter avec ces avions, hein. Donc ça va être une menace réelle, parce que les Européens veulent frapper. Ils veulent frapper, par exemple, ils veulent frapper en Iran pour bombarder ces sites trucs. Mais si l'Iran est doté de tels avions, mais leurs flottes qui se trouvent sur la mer seront menacées. Parce que si ils attaquent, mais l'Iran, si l'Iran fait voler ces avions peuvent aller attaquer leurs flottes qui se trouvent sur la mer. Et donc, parce que ce sont des avions qui peuvent voler à une longue distance pour mener des missions sur la mer, pour bombarder des trucs, des navires de guerre qui sont positionnés sur la mer à 2000 km du territoire ukrainien. Ils peuvent survoler les trucs, aller en profondeur, soit à 1000 km pour frapper et revenir. Et donc, ces navires ne seront plus en sécurité nulle part. Ce ne sont plus des missiles qui vont quitter en Iran pour survoler 2000 km pour aller taper des navires. Mais ça sera des avions qui vont aller sur la mer, voler à 1000 km, laguer des missiles qui font 2000 km. Et si la distance où les avions sont placés, 1000 km, et que les navires sont placés à 1000 km, et que ces avions portent des missiles qui vont au-delà de 2000 km, vous comprenez que ces avions vont faire du mal, hein, à ces navires de guerre, que ce soit
comment on appelle ça, les porte-avions ou bien les trucs. Voilà, donc du coup, la Russie veut aussi doter l'Iran d'une capacité de nuisance et de frappe à travers tout le Moyen-Orient. Voilà pourquoi Washington dit que non, la coopération entre la Russie et l'Iran inquiète beaucoup les Américains, parce que les Russes veulent maintenant franchir un pas pour donner certaines capacités aux Iraniens. C'est ce qui manquait aux Iraniens. Ils ont des missiles balistiques et tout, mais ils n'avaient pas une vraie force aérienne capable de répondre s'ils sont bombardés. Parce que tout ce que les Occidentaux ils avaient prévu, c'est quoi? C'est que l'Iran n'a pas d'avion capable de survoler et aller les menacer. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En Jordanie, ils mettent des missiles anti-aériens. En Irak, ils mettent des missiles anti-aériens. Est-ce que vous comprenez? Et en Israël, des missiles. Donc, eux, ils se disent quoi? Si l'Iran lance ces missiles balistiques, ça va survoler l'Irak, la Jordanie. Avant d'arriver en Israël, ça va être abattu par les systèmes de défense qui sont en Irak et en Jordanie. Et donc, ça ne va pas atteindre Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, ils sont convaincus que ça ne va pas atteindre Israël et que ça va être abattu en route. Ok. Ils se disent aussi, les attaques peuvent aussi venir d'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Émirat Arabes Unis. Donc, ils ont renforcé leur système de défense. Donc, si jamais les Iraniens lancent des attaques balistiques, ils vont détruire ça. Or, s'il y a des avions, ces avions-là, ils peuvent les utiliser. Ce n'est plus un missile qui va aller tout droit. Non, les avions en pilote. Donc, ils peuvent voler à basse altitude. Vous comprenez? Ce n'est pas un missile qui va comme ça, qui est vu par l'avion. Le pilote, il peut prendre son avion, il vole très bas. Et donc, il va faire de telle sorte que les défenses antiaériennes ne voient point l'avion. Et arrivé où il y a sa cible, il se lève, il largue ses missiles et puis il retourne en volant très bas. Et c'est comme ça, la guerre en Ukraine montre, quand tu voles très bas, on ne peut pas t'abattre. Les défenses antiaériennes ne te voient pas, chose que les missiles ne font pas. Donc, les missiles volent très haut, il n'y a que les missiles de croisière qui volent. Hein? Au moins, pas très haut, mais un peu bas. Mais avec les avions, tu peux encore descendre. Et donc, du coup, ça empêche les radars des missiles antiaériens de détecter ton avion. Et donc, l'Iran aura cette capacité. Donc, tout le schéma qu'ils ont fait, vous ne voyez pas, au début, les Russes avaient fait des erreurs. Ils avaient fait des erreurs. Ils ont vu certains de leurs avions abattus. Mais ils savaient que les défenses aériennes ukrainiennes ne pouvaient pas voir les avions russes. Donc, les avions russes volaient à basse altitude. Voilà pourquoi les Occidentaux avaient donné des missiles Stinger, des missiles portatifs à tous les soldats ukrainiens pour abattre ces avions-là que les systèmes de défense ukrainiens ne pouvaient pas repérer. Donc, chaque Ukrainien était dans son immeuble, il regardait. Quand il voit un avion russe voler très bas, alors c'est avec son missile anti-aérien portatif, il laguait pour abattre l'avion russe parce qu'il volait très bas et donc du coup, les radars ne pouvaient pas les détecter, mais on pouvait les détecter à l'œil nu. C'est pas de radar, mais toi qui es là chez toi, là, tu attends bruit d'avion, tu vois, tu as ton missile, tu lances. Et donc c'est pour ça les Russes avaient perdu beaucoup d'avions. Maintenant qu'ils savent que les Occidentaux envoyaient de tels missiles en Ukraine, c'est beaucoup. Et qu'ils ont perdu certains avions, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent maintenant leurs avions qui sont très performants, mais des avions à longue portée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à la frontière ukrainienne. À la frontière ukrainienne. Et ils sont là, ils voient les cibles sur leur radar, des cibles qui sont situées soit à 600 km ou à 1000 km. Tout est sur le radar, le tableau de bord, les missiles que les avions portent. Chaque missile a une portée. Donc, ils savent que le pilote, il sait que tel missile a une telle portée. Et donc, cette cible qui est située, par exemple, à 300 km, c'est ce missile-là que je vais laguer. Qui est situé à 1000 km, c'est ce missile-là qui va très loin. C'est ça que je vais laguer. Et donc, il reste en dehors
des systèmes de défense ukrainiens, et donc il largue les missiles, et ces missiles-là rentrent sur le territoire ukrainien pour frapper les cibles. Voilà pourquoi, dans ces temps-ci, on dit qu'il coordonne. Donc, les missiles air-sol, mer-sol et sol. Donc, ça veut dire les frappes viennent de la mer, ça vient des airs, ça vient du sol, et ça frappe partout. Et c'est ce que les Russes font. Soit ils prennent les bombardiers à longue portée, ou bien ils prennent les Sukhoi. Maintenant, s'ils veulent frapper des cibles qui sont très trucs, ils prennent le MiG-31, qui est un avion très rapide, qui vole à 3000 km/h, et que les missiles de nos jours sont incapables de voler. Voilà. Il y a beaucoup de missiles qui sont, même les avions de l'OTAN ne filent pas comme ça. Et il y a des missiles qui volent à 600 km/h, 800 ou bien 1000 km/h, 2000 km/h. Or, cet avion, lui, il va à 3000 km/h. Donc, les Russes le prennent souvent. Quand ça décolle de la Biélorussie, les systèmes de défense, les sirènes commencent à sonner. Il y a des trucs, des alertes aériennes. Oui, c'est le MiG-31. C'est un avion qui rate. Il rentre en Ukraine et puis il ressort et puis il n'est pas abattu. Il vole très haut. C'est un avion qui a une capacité de voler très très haut. Et donc, les systèmes de défense, les missiles anti-aériens ukrainiens n'arrivent pas à atteindre le MiG-31 quand il est dans l'espace. Parce qu'il va très haut, au-delà même des nuages. Et son radar repère les trucs, il frappe et puis il ressort. Donc, c'est pas un avion qu'on ne peut pas voir. Il n'est pas furtif. Ce n'est pas un avion qui est furtif, mais par rapport à son altitude, quand il vole, il va très haut. Donc, du coup, tu peux le voir, mais tu ne peux pas l'abattre en fait. Voilà, tu peux le voir, mais le missile que tu vas tirer pour l'abattre, là, ça va quitter où? Maintenant, tu ne peux pas prendre ton avion pour aller le suivre là-bas. Lui, il te voit, il va t'abattre. Et donc, du coup, l'Ukraine n'a pas la capacité de prendre qu'il y a des avions capables de voler et aller trouver le MiG-31 là-bas, là où il est. Parce qu'il est très haut. Et si l'Ukraine décolle ces MiG-29, automatiquement, ils sont abattus sur le territoire ukrainien même. Donc, les Russes ont cette capacité-là. Et ils ont 300 MiG-31. Depuis que l'opération a commencé, ils n'ont jamais abattu un MiG-31 sur le territoire ukrainien. Jamais. L'Ukraine n'a jamais su abattre un MiG-31. Et les Occidentaux le reconnaissent. Même quand ce sont des cibles où il y a assez de défense aérienne, c'est le MiG-31, ils prennent avec le missile hypersonique Kinjal et puis ils frappent. Et voilà. Donc, ces MiG sont là et les Européens reconnaissent que c'est une menace vraie contre l'OTAN. Donc, les Russes n'ont pas placé beaucoup en Biélorussie. Ils ont placé 3 MiG-31 en Biélorussie avec des armes hypersoniques pour protéger la frontière biélorusse au cas où il y a une intervention de l'OTAN. Ces MiG-31 peuvent frapper des bases militaires sur le territoire de l'OTAN pour empêcher certaines armes de venir en nombre et tout, ou bien détruire certaines bases militaires. Donc les Russes ont cette capacité aussi de répondre. Donc voilà un peu ce qui se passe. Voilà. Donc ce sont des avions qui sont quand même performants. Et les Russes ont dit le Sukhoi 57, ils ont déjà utilisé ça, qui n'ont pas été détectés. Ça a été sur le territoire ukrainien. Les Ukrainiens n'ont pas détecté ça. Leur objectif, ce n'est pas de détruire les systèmes de défense aérienne, puisque les Occidentaux en ont beaucoup. S'ils détruisent ce qui arrive, les Occidentaux vont toujours envoyer. Au début, là, ils détruisaient, mais ils ont compris que non. Quand ils détruisent, non, ça vient encore. Ça vient comme un truc. Donc, pour eux, ce n'est plus de s'apprendre au système de défense antiaérien, c'est de trouver des solutions pour frapper des structures stratégiques en accordant point du crédit au système de défense aérienne ukrainien que les Occidentaux ont envoyé. Donc c'est pour leur montrer que malgré vos systèmes de défense, nos avions, nos navires, nos missiles ont la capacité de frapper ce territoire et que personne ne peut les empêcher d'opérer. Et donc c'est un défi réel contre la Russie et la Russie fait ce qu'elle peut faire pour montrer aux yeux du monde entier que malgré l'aide occidentale, malgré tous les systèmes de défense qu'ils envoient, les Russes trouvent des solutions pour frapper des objectifs militaires énergétiques sur le territoire ukrainien sans que cela
voilà, ne les empêche d'atteindre leurs objectifs. Donc, les Russes veulent que le monde entier ne se soumette point au dictat européen, au dictat américain, et que chaque pays décide de son avenir politique, et que pour pas d'autres pays vont dicter les règles de l'humanité tout entière, et que chaque pays doit respecter sa culture. Il ne faut pas prendre la culture de l'autre pour imposer ça à l'autre, pour que ça soit une culture générale, globale. Parce que c'est ce que les gens veulent faire. Leur culture, ils prennent ça, ils appellent ça la démocratie, ils veulent imposer ça au reste du monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui, 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 c'est la culture. C'est-à-dire la démocratie, là. C'est pas un truc, c'est une culture occidentale, en fait. Et c'est ce qu'ils veulent imposer aux autres. Mais est-ce que c'est tout le monde qui aime cette culture? Parce que le fait de vouloir imposer ça à tout le monde, ça devient une dictature, une politique dictatoriale globale que vous voulez imposer aux autres. Et c'est ce que Poutine combat, c'est ce que Poutine ne veut pas. Et les gens l'appellent dictateur. Je ne veux pas être désagréable vis-à-vis de ceux qui s'apprécient de même sexe. Des gens de même sexe qui s'apprécient. Mais est-ce que ça fait partie de la culture de tout le monde? Non. Est-ce que c'est une obligation que d'autres qui ne sont pas nés dedans, ceux qui n'ont pas vécu dedans, puissent accepter cela, leur imposer ça, pour dire non, il faut accepter ça. C'est inadmissible. Mais le fait de dire non, c'est la démocratie, il faut imposer ça par tous les moyens, mais comme on appelle ça. Et donc, d'autres ne veulent pas. Et c'est ça. Tous ceux qui ne veulent pas, ils sont contre la démocratie, ils sont du camp du mal. C'est ça le problème. Quand Poutine dit qu'il ne veut pas ça en Russie, on dit c'est un dictateur, il est méchant, il est traité de tout nom. Aujourd'hui où je vous parle, s'il acceptait tout ça, là-bas ils allaient dire, oh il a changé, il est le meilleur. Eux-mêmes ils allaient faire sa propagande pour dire, il est le meilleur, il a changé, ah, il a pris conscience, ah c'est bien, c'est un bon partenaire et tout. Mais parce qu'il ne veut pas. En Ukraine, ceux qui sont là-bas, ils ont tout accepté. Ils veulent tout. Ils ont tout accepté. Et donc pour eux, ils sont les meilleurs. En Russie, les gens refusent. En Chine, les gens refusent. En Iran, les gens refusent. Tous ceux qu'ils appellent le camp du mal, ils refusent. Non, Zelensky, la Russie ne veut pas éliminer Zelensky. Sinon, s'il voulait l'éliminer, est-ce que Zelensky ne se déplace pas en Ukraine? Quand les Occidentaux disent, oh, c'est un dur, il va sur la ligne de trucs, il va sur le front, il salue ses soldats. Mais les Russes, on le voit. Les Russes, ils voient que quand il va vers Kherson, il est là-bas, c'est militaire, il fait truc. Les Russes, on le voit. On vous a dit, ils ont, même quand il veut se déplacer, il part. Les Russes, on le voit, ils ont des services de renseignement. Comment ils savent qu'il y a des armes dans tel endroit et puis ils frappent, ils bombardent, ils détruisent? C'est parce qu'ils ont des gens qui sont là-bas, qui leur donnent des informations. Donc, s'ils voulaient frapper Zelensky, quand ils se déplacent pour aller sur la ligne de front, ils allaient frapper là-bas pour le détruire. Mais ils ne le font pas. Est-ce que vous avez déjà vu les Russes tirer sur un palais présidentiel ukrainien? Ils ne le font pas. Mais c'est chaque chose à son temps. Si Zelensky dépasse trop les limites et qu'il va trop loin, les Russes vont commencer à frapper les différents palais. Ils vont commencer à frapper là où ils n'ont pas encore frappé. C'est parce que, pour le moment, ils ne veulent pas frapper là-bas. Voilà pourquoi ils regardent, ils ne veulent pas encore frapper Zelensky. Sinon, ce n'est pas pour dire les Russes sont incapables de le repérer. Ils le repèrent, mais ils ne veulent pas encore le frapper. Sinon, s'ils veulent le détruire, ils le détruisent. Ils ont des missiles, ils ont des trucs, de l'artillerie. Ils peuvent le frapper à tout moment. Mais pour le moment, ils ne veulent pas le faire. Donc, voilà un peu. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre compris. Ciao.